Excusez mes limites de langue et l'accent. Mais voilà. Merci pour l'invitation. Et juste pour répondre à ça, à cette question-là, je crois que un avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on a un engagement long terme des hypermarchés. Donc, ils se sont engagés, Coop, ils se sont engagés il y a 30 ans. Ils ont financé d'ailleurs mon emploi, mon poste à l'époque. Et ils sont toujours là et ils investissent dans le futur. Donc, c'est pas un engagement opportuniste, mais c'est vraiment un engagement long terme. Donc, ça stabilise la situation. OK. Oui, cette prédiction de l'échelle de bio, ça nous a donné à réfléchir il y a quelques années. Et c'était très clair que bio, ça devient plus, c'est plus une niche, mais on doit prendre responsabilité pour la nourriture de la population et aussi pour tous les secteurs. Donc, il faut commencer à réfléchir comment résoudre les challenges. On a une organisation ou un forum qui s'appelle Forum national de la recherche pour l'agriculture biologique depuis quelques années, depuis 2015. C'est porté par FIBL Agroscope, donc deux organisations de recherche et de vulgarisation, et puis BioSuisse, qui est l'association des producteurs bio. Et dans cette association, c'est à peu près 95 ou même 98% des producteurs sont organisés dans cette association. Donc, c'est l'association qui discute les prix et les marchés avec les hypermarchés. Donc, ça leur donne une position, ça donne aux paysans une position très, très forte. Donc, c'est peut-être l'autre aspect qui est important pour répondre à ces questions. Donc, voilà, on a discuté il y a des ans. Que se passerait-il si en 2035, la moitié des agriculteurs et agricultrices étaient en bio? Et la raison pour donner ce chiffre, 50%, c'est pour poser une situation très, très ambitionnée, à la fois, mais aussi de créer un maximum de stress de coexistence et de compétition. Donc, c'est ça, c'était pourquoi on a choisi cette seuil. Puis, voilà, vous voyez le graphique, c'est très clair. L'idée, c'était, le Forum national, ça consiste d'un groupe d'à peu près 150 personnes. Parmi eux, ils sont peut-être deux tiers sont des producteurs et des vulgarisateurs et des gens du commerce. Donc, ce sont des gens du terroir et à peu près un tiers, ce sont des chercheurs. Donc, c'était une approche absolument bottom-up et on leur a demandé de quoi est-ce que vous voulez discuter. Et puis, il y a eu plusieurs thématiques qu'ils voulaient discuter. Donc, c'était la fertilité du sol, c'était le transfert de savoir, c'était toute la situation post-récolte, commercialisation, distribution. On voulait parler des dommages collatéraux et comment les mesurer. On voulait parler de cahier des charges et l'évaluation de la durabilité de la production, les éthiques standards sociétaux. Et puis, on voulait discuter l'alimentation et l'agriculture et la société et politique. Donc, ça, c'était vraiment défini bottom-up. Et je vais vous montrer un petit peu les résultats de ces discussions. Ça nous a pris une année à peu près. Et puis, il y a eu un petit congrès national à la fin. Donc, on a identifié quelques bottlenecks et challenges. Donc, il y a des conflits d'intérêts entre la sécurité alimentaire, la productivité et la réduction des dommages collatéraux sur l'environnement, c'est évident, c'était dit très, très clairement. Il y a une tendance à la conventionnalisation de la production.
en raison de spécialisation et de pression des coûts. Puis, c'était constaté qu'il y a un manque de conscience de la société par rapport aux relations entre les systèmes, aux prestations impact de l'agriculture, ainsi qu'aux effets de son propre comportement, donc le comportement personnel des gens, de la société. Il y a une différence de prix entre bio et les autres produits qui est important. Et il y a un manque de transparence des coûts. Le manque de transparence des coûts accentue la différence de prix. Et là, j'ai ajouté, ça c'est un hot topic à ce moment-là en Suisse. On a vu qu'il y a des marges élevées, injustifiées pour les produits bio dans le commerce. Donc, ce qu'on constate, c'est au pire, c'est les produits bio de haut de gamme qui subventionnent les produits bon marché. Et ça, du point de vue des producteurs bio, c'est inacceptable, bien sûr. Et ça, c'est pas la presse qui a dit ça, c'est des gens officiels qui ont dit ça. Puis, bien sûr, il y a trop peu de ressources pour la recherche, conseil, transfert des connaissances. Il y a des grands défis logistiques pour la mise à disposition d'intrants tels que les engrais, produits phytosanitaires, etc., semences, etc. Ils ont aussi dit qu'il faut une réflexion et une action en réseau, que c'est nécessaire dans le secteur agricole et alimentaire pour résoudre ce problème-là. Et puis, ils ont aussi constaté les frontières entre la santé humaine, animale, végétale et écologique s'estompent. Donc, les conséquences d'un déséquilibre les conséquences sont très, très graves. Donc, il faut aussi travailler sur ces sujets-là. On a identifié des différents champs d'action et je constate, et ça nous a étonné un petit peu, la recherche, c'est un champ d'action parmi beaucoup d'autres. C'est important à reconnaître si on travaille pour un institut de recherche ou de vulgarisation. Donc, ils ont constaté où les champs d'action au niveau recherche, voilà, il faut beaucoup plus de recherche pour l'agriculture bio. Oui, je suis d'accord, je suis chercheur. Voilà. Mais ils ont aussi dit il y a des besoins spécifiques de recherche dans les deux domaines de sol, fertilité, de fonctionnalité des microbiomes, mais aussi les engrais recyclés pour agrandir l'échelle. Mais aussi, c'est nécessaire pour augmenter la résilience face au changement climatique. Ils ont aussi dit, dans le contexte local, qu'il faut une meilleure connaissance des conflits d'intérêts entre la protection du climat et la biodiversité et la productivité. Ils ont dit qu'il faut poursuivre le développement des scénarios sérieux pour le futur. Vous voyez ici pourquoi. Et il faut aussi développer des méthodes pour la saisie des prestations systémiques et le calcul des coûts effectifs. Donc, il y a eu une grande discussion, quelles sont les méthodes de comptabilité des coûts réels, donc True Cost Accounting, qui viennent des différentes méthodes de culture. Donc, c'est important pour montrer les coûts calculés. Et puis, c'est aussi intéressant pour moi de voir, ils ont dit, les changements d'habitude alimentaires et les modifications des décisions d'achat dans la société nécessitent une bonne compréhension des changements sociétaux et politiques. Donc, nous n'avons pas seulement besoin des agronomes et des biologistes, mais aussi des sciences sociales, politiques, etc. Ça, il faut combiner, sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe. Champ d'action, vulgarisation. On a constaté que le conseil bio et la transmission du savoir doivent être développés de toute urgence avec les spécialistes bio. Et le conseil bio compétent doit devenir mainstream. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas les gens qui sont compétents à ce moment-là. Donc, il y a une grande compétition en Suisse maintenant
tous les sociétés, les boîtes, les services de vulgarisation, ils cherchent les vulgarisateurs qui sont compétents. On a un grand monde là. Puis, on a aussi dit que l'échange de connaissances entre les producteurs bio doit être organisé et encouragé pour en profiter. Et puis, aussi ajouter au transfert de connaissances, c'est également urgent de dehors l'agriculture, il faut des recommandations alimentaires basées sur les éléments communs et tenant compte des aspects de durabilité. Donc, c'est aussi l'information du public. Au champ d'action directif et cadre légal, on a constaté qu'il y a un dilemme entre le souhait, la pratique de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour prendre responsabilité, pour améliorer la durabilité de leur propriété, et le respect d'exigences, la durabilité crédible d'autre part. Donc, on constate que les ordonnances, qui sont lourdes, elles freinent le développement technique du bio. Ils protègent les bio, mais ils sont aussi lourds. Donc, c'est d'une façon inhérente, c'est très conservateur. Et puis, on a aussi constaté qu'il y a des réglementations légales en dehors du secteur bio et ils peuvent déclencher de forts changements. Donc, c'est par exemple l'introduction des taxes sur les produits phytosanitaires ou engrais, l'abandon des subventions nuisibles, c'est une grande discussion en Suisse, nuisibles à l'environnement. Mais aussi, on peut les nouveaux lois sur les OGM, donc les nouvelles variétés, les techniques CRISPR-Cas et la déclaration, ça peut avoir un impact problématique, très problématique au niveau crédibilité. Puis le marché, c'était dit, il faut absolument créer une demande solide en produits bio. Et c'est la condition sine qua non. C'est impossible d'obtenir une grande partie du marché long terme et stable. Il faut aussi éviter les grandes fluctuations sur le marché, ça c'était dit. Il faut les prix équitables et les partenariats forts avec le commerce. Comme j'ai dit, c'est clé. Et les opportunistes, ça nous aide pas. Et puis, c'était aussi dit que le bio doit être développé dans la restauration collective, avec toutes les conséquences qui étaient mentionnées. Et l'écart de coût entre le bio et les offres pour le marché sont déterminants. Donc, le True Cost Accounting, c'est hyper important de l'inclure et de compenser pour ces services publics qui sont apportés par le secteur. Société et politique, oui, c'est facile à dire, mais difficile à introduire. Le comportement de consommation et les habitudes alimentaires doivent être modifiés. Le changement de valeur et une nouvelle prise de conscience, c'est aussi important. Vous voyez le texte là. Puis l'animation socioculturelle, ne me demandez pas ce que c'est. C'était des... Oui, je peux pas répondre à ça, mais c'est vraiment... comme j'ai compris, c'est construire un nouveau modèle social. Okay. C'est juste un acronyme, je ne peux pas répondre à ça. Et puis, c'est très clair, c'est une recommandation, et je vais revenir sur ça, c'est une recommandation centrale, c'est l'élaboration d'un bon plan d'action national pour l'agriculture bio. Ça, c'était vraiment créé bottom-up et j'ai pris l'opportunité de voir un peu ce que nos collègues, les économistes, ce qu'ils disent. Donc ça, c'est dérivé d'un travail de Nick Lampkin et Björn Sanders, qui sont maintenant chez nous. Ils ont dit d'une façon un peu plus structurée, ils ont pris les mêmes conclusions. Donc, il faut renforcer
la demande pour les produits bio. Il faut renforcer la provision des services publics et prouver que ça existe. Et puis, vous voyez tous ces éléments pour développer le secteur, y inclut résoudre les problématiques techniques de production. Comment le faire? Nous, voilà, c'est notre petit campus. On n'est que 280 collaborateurs. Alors, comment on fait? C'est un gros boulot. C'est loin de ce qu'on peut faire. Mais je vais vous donner une idée quelles sont nos visions et nos attentes. Et ça, c'était créé avant ce workshop, donc c'était très intéressant de comparer ce qu'on a trouvé. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ou est-ce qu'on est complètement hors de la pratique? Donc, c'était intéressant, je trouve. OK. Notre vision, c'est définir où on veut aller en 2040. Donc, oui, on veut créer les chaînes de valeur régionales et équitables. C'est important d'exploiter le potentiel d'intensification écologique sur la production. C'est clé. Bien sûr, le passage de l'échelle. Nous pensons qu'il faut inclure toutes les techniques acceptables du smart farming, donc digitalisation, etc., tout ce qu'on va trouver là et qu'on peut adapter. Nous avons besoin des systèmes de production résilients au changement climatique. Et ça va avoir un impact énorme. Et là, c'est très intéressant. Combien? 2 minutes? 2 minutes. 5 minutes? 2. OK. Protection plante. Ça, c'est ambition. Neutralité climatique de l'agriculture. C'est presque, par définition, c'est presque impossible d'y arriver, mais c'est quand même un challenge social. Et puis, dernier point, là, dans ce contexte-là, nous voyons que la consommation des produits animaux, on voit un change. Et il faut trouver un large consensus social sur la production et la consommation des produits qui viennent des animaux. Il y a des gens qui disent dans quelques années, manger de la viande, c'est aussi sexy que fumer. Voilà. Peut-être on va avoir un problème dans ce contexte-là. OK. Donc, je vais finir ici. Et je vous remercie pour l'attention. Okay. Voilà. Merci beaucoup. En fait, le travail de notre jour sont faits par le FIBEL, donc on doit aller profiter de la mer. Non, je corrige. Parce que moi, je vous demande de prioriser. Hein non. Donc, une question. Est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr. D'abord, je voudrais remercier les 3 orateurs et l'oratrice dont les exposés très intéressants et inspirants me font encore plus rager de ne pas être sur place. Et puis, je voulais évoquer la formation parce que finalement, voilà, on s'interroge beaucoup sur ce que sera l'agriculture biologique dans 15, 20, 30 ans. Selon les orateurs, voilà, on a pris différents pas de temps et sur le fait qu'il y a quand même globalement une méconnaissance, une incompréhension, etc. Et il me semble que un des leviers peut passer par la formation. Et je voulais signaler, puisqu'on va en mettre à la réflexion autour des actions, que ça peut être aussi le soutien à la création de formations peut être une des sorties de projet, comme c'est le cas par exemple dans le projet Entaille, qui a travaillé sur les relations entre les éleveurs bio et leurs vétérinaires. Et on fait le constat que finalement, il y avait pas mal de vétérinaires qui n'étaient pas suffisamment formés,
pas une suffisamment bonne connaissance du contexte élevage bio et qui a du coup, suite à ce projet, mis en place une action de formation auprès des vétérinaires à Oniris. Les porteuses du projet sont présentes, donc elles pourront vous en dire davantage. Est-ce qu'il y a une question sur... Oui, là déjà. Merci, Lucie, pour la présentation. C'est marrant, en disant, finalement, en Suisse, on s'en sort plutôt mieux par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui sur la crise énoncée et partagée. Tu as indiqué en termes d'alimentation, notamment l'engagement long terme des grandes surfaces. Et en fait, j'ai une question par rapport à la question du pouvoir d'achat en fait en Suisse. Alors, je vais vous utiliser pour voir un peu. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se jouent. Et je voyais effectivement, parfois plus que la moyenne européenne, peut-être des listes de pays de pouvoir d'achat en Europe. C'est peut-être aussi un élément important dans le contexte inflationniste qu'on connaît fort en France, avec une polarisation de la consommation, avec des consommateurs peu fortunés qui en sont effectivement à faire des économies, à regarder à l'économie et peut-être un moindre impact. C'est très clair. Si on n'a rien de la poche, c'est difficile à acheter des produits à prix élevé. Mais les grandes surfaces, ils m'ont donné une autre idée. Ils disent ils peuvent faire énormément beaucoup avec des actions et avec positionner les produits dans leur magasin. Et aussi avec tous les journaux qu'ils ont. Donc, le journal le plus grand en Suisse, c'est un journal qui est issu par Coop. Donc, le magasin. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est clair que l'inflation à ce moment-là a moins touché la population suisse. Ça, c'est très clair. Ce qu'on observe, c'est aussi disons une stagnation, mais pas une diminution du pourcentage. Et les grandes surfaces, ils disent aussi que la nourriture, c'est un des seuls postes où économiser est possible. Voilà. Et on a toujours le choix. Est-ce que je prends cette beurre ou l'autre? Et c'est évident. Donc, c'est aussi touché, mais je crois que la fiabilité des magasins, c'est très important. La question. Oui, c'est pour Lucius aussi. Qu'entendez-vous par la sélection, qu'elle soit animale ou végétale, adaptée à l'agriculture biologique? Bon, il y a deux, si on veut, il y a deux critères. Un, c'est si on a un blé, que ce soit adapté, si c'est résistant à maladie, et s'il y a une autre efficacité d'utiliser les nitrogènes, les minéraux, etc. Donc ça, c'est la façon de se comporter dans un environnement low input, donc un peu stressant. Et l'autre piste, c'est la sélection selon les critères bio. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, la sélection et tous ces processus se font dans un contexte biocertifié. Ça, ce sont un peu les deux pistes, mais les buts de sélection sont plus ou moins les mêmes. Est-ce que ça répond à votre question? Bah, c'est Gwendal, donc si tu veux prendre la parole, Gwendal, pour dire, et sinon, ça sera travaillé, j'imagine, dans le premier atelier cet après-midi. Non, ça répond en partie à ma question. C'est vrai que c'est plutôt la deuxième partie de la réponse qui me questionne, à savoir comment inclure cette sélection dans les critères de l'agriculture biologique. Et ça, je suis pas certain de le percevoir. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites en France où on essayait de voir si on avait des génétiques différentes. C'était pas forcément évident. On peut faire du bio en Holstein, mais c'est vrai que on va plutôt préférer des races un peu plus rustiques. Et là, ouais, ça pose des questions que je trouve intéressantes d'aller creuser. Donc c'est pour ça que je suis satisfait de la réponse des deux pistes qui sont orientées, mais j'espère pouvoir débattre un peu plus là-dessus. Merci. Je vous conseille de discuter ça avec Frédéric de ITAP qui est parmi nous.
après à l'après-midi qui est spécialiste dans ce secteur. Il y a un atelier qui va être consacré à la question de la sélection cet après-midi. Donc, c'est un sujet sur lequel vous pourrez débattre.